Bonjour à tous, bonjour Xavier. Moins d'un an après les incendies hors normes de l'été dernier en Gironde, l'inquiétude reste forte dans le massif forestier. Pour être très clair, il n'a pas assez plu et c'est devant nous un printemps à haut risque qui se profile maintenant. Et on en parle, Xavier, justement avec nos deux invités de cette situation qui ne s'arrange pas dans le Eh massif. bien, écoutez, on va évoquer tout ça dans ce rendez-vous. Éric Pouliat, bonjour. Vous êtes député Renaissance et vous venez de prendre votre plume pour sommer, on va le dire ça poliment, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de débloquer des moyens. Et il y a un certain nombre d'annonces qui sont intervenues qu'on va évoquer avec vous, notamment Bruno Lafont. Bonjour, maire de Biganos. Évidemment, vous êtes surtout président de la DFCI, Défense des Feux, Défense des forêts contre les incendies. Vous êtes par ailleurs président du syndicat des sylviculteurs et vous êtes au fond en première ligne sur cette question. Alors justement, la première question de Jefferson le disait, est-ce que aujourd'hui, au moment où on se parle, la situation est plus inquiétante qu'il y a un an à la même époque? Plus inquiétante, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est tombé ce week-end, c'est un trompe-l'œil, hein, parce que la végétation a eu le stress hydrique de l'an dernier. Elle n'est toujours pas revenue. On a passé l'hiver. La fougère est sèche. La moulinie est sèche. Donc en surface, les végétaux sont très secs. Donc on peut dire que la situation est aussi mauvaise que l'an dernier. Et je pourrais dire même qu'elle est un peu plus dangereuse que l'an dernier, parce qu'on est averti, et on le sait, mais surtout, on a subi un été excessivement sec, dont la végétation ne s'est pas remise. Et donc là, on a attaqué où il y a très peu plu cet hiver. Comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est un trompe-l'œil, ce qui est tombé. Et donc, c'est pas que je veux pas vous le dire, mais c'est que je dis que c'est pas brillant, quoi. Est-ce que l'image le massif des Landes de Gascogne est un tapis d'allumettes au moment où on se parle? C'est la bonne image? La végétation, oui. La Oui. végétation, oui. Et c'est très dangereux parce que à certains endroits, le sol commence à être détrempé. Les engins ne peuvent pas passer à certains endroits. Donc c'est le paradoxe de la forêt des Landes. Et c'est pour ça que une difficulté, les feux de printemps. Les feux de printemps, chez nous, ils étaient très difficiles parce que c'est là où on aménage la forêt pour que les camions rentrent et c'est là où ils ne peuvent pas rentrer. Et c'est là où on a besoin, bien souvent, des moyens aériens. Ben justement, Bruno Lafont, juste un petit état des lieux aussi, parce qu'on est moins d'un an après les incendies hors normes. Vous travaillez, on voit, il suffit de se promener vers Arcachon, notamment pour voir l'étendue des dégâts. On travaille encore dans le massif forestier, mais on a une forêt qui est encore blessée, encore à terre, et l'été arrive. Oui, alors Est-ce d'abord, que il y ça a... complique les choses? Est-ce que vous avez pu, on Oui, imagine que tout n'est pas oui, revenu à la normale? oui, oui, ça complique les choses parce que d'un côté, vous avez un massif forestier qui reste. Il y a 1 200 000 hectares de massif forestier. Le plus grand massif résineux, il a été touché par 30 000 hectares. C'est beaucoup, hein, pour ceux qui ont perdu leur forêt, mais c'est peu par rapport à ce qui reste. Et donc, ce qui est autour des zones qui sont concernées, les pistes sont défoncées. Donc, vous avez ce travail qui est en train d'être fait, cette exploitation de la forêt qui se fait dans un temps record. D'abord parce que le marché du bois se porte bien. On n'a jamais tant vendu de bois aujourd'hui parce que le papier marche bien. Et donc tout ce qui tourne autour du bois marche. Et les prix ne se sont pas effondrés. Ils sont pas, malgré ce qui est arrivé. Et donc vous avez d'un côté la vie du massif et de l'autre côté cette catastrophe, qu'elle soit sur la Teste ou qu'elle soit sur l'Andiras. Et donc on exploite, mais à côté, c'est dangereux parce qu'on ne peut plus y accéder par certains endroits. Donc c'est pour ça que nous, on avait besoin des moyens et on sera pas prêt pour cet été, il faut dire les choses. Ben justement, on parlait Les des moyens. moyens, c'est le nerf de la guerre. Éric Pouliat, je le disais, vous avez saisi le ministre Gérald Darmanin sur plusieurs questions. On va y revenir. Bruno Lafont l'évoquait, les moyens aériens. Oui. C'est la première question. Ces Canadair, ils arrivent ou ils n'arrivent pas, Éric Pouliat? Vous qui êtes en lien avec le ministre de l'Intérieur. Oui, alors ces Canadiens, ils font débat depuis plusieurs mois maintenant au sein des communes, du département et même au sein de l'Assemblée, puisque j'ai effectivement déjà, dès l'année dernière, à la commission des lois, mobilisé le ministre là-dessus. Je tiens à dire aussi qu'on est complètement mobilisé avec les autres parlementaires, parce que notamment je pense à mes collègues Sophie Palonac et Sophie Mette qui aussi de leur côté agissent auprès du gouvernement pour qu'on puisse avoir des moyens divers. Donc, j'ai effectivement sollicité à nouveau le ministre de l'Intérieur pour encore plus officiellement, on va dire, pour que nous ayons au moins 2 Canadair cet été. C'était à peu près le volume de moyens aériens qui sont souhaités par la DFCI, par le SDIS, pour pouvoir combattre les feux si devenaient à se reproduire.
Pour l'instant, je n'ai pas d'accord. Vous n'avez pas de Je garantie n'ai pour pas de l'instant, vous ne garantie. pouvez pas nous dire aujourd'hui. Voilà, il y a des questions effectivement logistiques et de maintenance des appareils qui se posent. Bon, je pense qu'on peut tout à fait les accueillir au Pélicandrome de Mérignac, et qu'on peut mobiliser des équipes techniques là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, je ne fais que continuer À pousser. à Ce qui pousser. est difficile avec Pouillat, pardon Xavier, c'est que les incendies ont déjà repris dans le sud-est. Et que là, les Canadaires ont été mobilisés, on en parlait avant l'émission, notamment avec Bruno Lafont. La situation est tendue dans le sud-est, ils ont besoin des Canadaires. La Gironde veut en récupérer au moins pour le sud-ouest parce que c'est l'enseignement, Bruno Lafont, de ces incendies hors normes, c'est attaquer le feu naissant pour éviter qu'il ne se propage, mais sans Canadaires, ça va être compliqué. Et là, on voit qu'il y a des besoins qui sont déjà exprimés. Oui, mais ce qui a changé par rapport à l'an dernier, c'est que le gouvernement, enfin, les responsables ont vu que la forêt du Sud-Ouest pouvait brûler dans des conditions pires que dans certaines régions de France. Donc ça, c'est... Tout le monde sait maintenant. Mais oui, tout le monde sait. Pendant 30 ans, nous avons fait parfaitement notre travail d'éteindre les feux naissants. On l'a même fait cet été, puisqu'il y a eu 640 départs de feu, il y en a 631 qui ont été éteints, il y en a 4 ou 5 qui n'ont pas été éteints. Malheureusement, ce sont ceux-là dont on a parlé, parce qu'ils ont fait des surfaces considérables. Mais nous sommes toujours la région où il y a le plus grand nombre de départs de feu, la Gironde. Et donc, on ne le voyait pas. Mais depuis cet été, on s'est aperçu qu'on en avons besoin, parce que lorsque le feu est parti, il faut qu'on ait des moyens supplémentaires. Et vite. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit là de suite. Parce que lorsque c'est parti, vous savez, même les Le temps que États-Unis, l'avion arrive de l'Australie, Nîmes, ben voilà, on perd 2 heures, tout 3 le heures. monde laisse faire après, hein, Mm. parce qu'on a les moyens. La seule chose qu'on a trouvé, nous, c'était de couper la forêt devant pour que le feu s'arrête. On a pas mal réussi d'ailleurs. Mais ça, on ne peut pas accepter ça. Donc il faut qu'on ait des moyens qui soient là. Et je pense qu'avec le travail qui a été fait des parlementaires, et notamment d'Éric Pouillat ici, de les demander, je pense quand même que, et le conseil départemental de la Gironde, qui depuis le début les Ça joue demande. le jeu, Bruno Lafont, nos élus, nos parlementaires mouillent le maillot. Oui, mais vous savez, on est parti avec un handicap terrible. Lequel? Mais parce que tout simplement, dans le Sud-Est, les élus, c'est de l'argent public du début jusqu'à la fin, de la prévention jusqu'à la lutte. Alors expliquez-nous justement, parce que c'est pas le même canal qu'ici. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce que nous on a une vraie forêt, mais c'est pas parce qu'on a une vraie forêt, c'est parce qu'on a une forêt qui est organisée depuis 50 ans. Et les propriétaires sont les seuls en France à payer par hectare et par an une taxe de DFCI qui sert à aménager ce massif, qu'il se soit public ou privé d'ailleurs, quand on dit propriétaire, hein, qu'il soit public ou privé. Et on travaille très très bien avec l'Office national des forêts ici, hein. Il n'y a pas d'opposition, la DFCI elle s'adresse à tout le monde. Mais dans le Sud-Est, c'est différent, c'est de l'argent public depuis toujours. Or, nous, ici, il y a comme cette forêt privée à 95%, ce sont nous-mêmes qui nous... Et avec le relais des parlementaires, mais ça passe, si vous voulez. Nous, C'est vous on qui a, payez, voilà, on a ce handicap. Et alors là, on a vu tout le monde se mettre derrière nous, et nous avec eux, et donc ça pousse dans tous les sens. Vous savez, sur la problématique du feu de forêt, il n'y a pas d'obédience particulière. Oui, le feu n'est pas droit ou il y a pas, gauche. c'est comme le feu, il n'y a pas de frontière. Hein. Donc on est soutenu par tout le monde. Mais à un moment donné, vous avez les réalités de la sécurité civile qui dit, écoutez, nous, on a des moyens, mais on ne peut pas en avoir davantage. Donc ils sont obligés de le répartir entre la Corse, les autres départements de France et nous. Alors, Éric Pouliat, on se tourne vers vous sur cette question des moyens. Dans le courrier dont on faisait mention, vous indiquez vraiment cette différence de traitement, on va dire, entre le Sud-Est. Vous parlez d'inéquité de traitement entre les deux. Là, qu'est-ce que vous avez obtenu, on va dire, pour que les DFCI puissent travailler? Ça a été très bien dit par le président Lafont. C'est vrai qu'il y a deux dimensions. Il y a la première, c'est qu'il y a la prise de conscience d'une menace aujourd'hui réelle sur le Sud-Ouest qui n'était pas à cette hauteur précédemment. Et donc, et avec une concentration des moyens de lutte sur le Sud-Est. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il faut répartir ces moyens différemment. Et donc là, il y a des questions d'ordre presque législative. Hein. Je vois comment on peut faire évoluer effectivement cette répartition des moyens, parce qu'effectivement, on parle de moyens publics dans le Sud-Est et on parle de moyens en fait privés des propriétaires dans le Sud-Ouest. Cette culture DFCI dont on peut vanter finalement l'efficacité. Et d'ailleurs, la première ministre, quand elle est venue à l'Andiras, a vu effectivement tout l'intérêt d'avoir une DFCI telle que la nôtre. Et il faut aujourd'hui récupérer des moyens publics pour combattre ce feu. Et là-dessus, je pense qu'il faudra l'appui de l'ensemble des élus, des parlementaires, puisque c'est vraiment
quelque chose quasi de culturel qu'il faut aller chercher, comparément au Et sud-ouest. l'arbitrage va être difficile, Eric Pouillat, parce qu'on a vu que la Provence, le sud-est est aussi vraiment sous pression. Là, l'enseignement de l'été dernier, c'est que on peut avoir des incendies hors normes en Gironde, c'est la nouveauté, même s'il y avait eu des précédents plusieurs années avant. Mais là, l'arbitrage va être très compliqué, parce qu'on imagine mal pouvoir déshabiller l'un pour habiller l'autre, sachant que le risque va s'étendre et va être partagé. Alors, c'est ça, il y a effectivement, il faut pas augmenter le risque d'un côté pour y chercher à le diminuer de l'autre, parce qu'on risque d'avoir finalement ce qu'on veut absolument éviter, c'est-à-dire des départs dans les deux endroits, régions de France, avec des moyens insuffisants des deux côtés. Et là, effectivement, on aurait une situation catastrophique. Et je suis pas sûr que même des moyens européens y suffiraient. Donc, effectivement, faut pas augmenter le risque, mais après, il faut peut-être aussi augmenter la participation aussi de l'État et des collectivités. C'est pour ça qu'il y avait un troisième point, c'est la question du financement des SDIS aussi qui va en ce sens pour que on puisse. Alors là, j'avais demandé lors d'un projet de loi de finances précédent que le gouvernement émette un rapport sur l'évolution du financement des SDIS. Ce rapport m'a été remis il y a quelques semaines. D'ailleurs, je l'ai transmis immédiatement au président du département pour que justement, voilà, et ça pointe ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer la participation à la contribution des communes, du bloc communal plus exactement, et puis il faut peut-être aller chercher des ressources supplémentaires sur un fonds d'intervention, normalement, du côté des assurances. Donc, il y a des pistes comme ça de travail, je pense qu'il faut avancer là-dessus. Le SDIS a besoin de plus de moyens, et d'un autre côté, pour soutenir justement les propriétaires, et de l'autre côté, l'État peut effectivement voir comment répartir les moyens, voir les doter, les renforcer un peu, les muscler plus, parce que la menace est permanente des deux côtés. Alors Rester sur les justement, moyens, justement. oui, sur les moyens. Bruno Lafont, il y a quelques semaines maintenant, voire quelques mois, vous avez poussé un vrai coup de gueule, notamment pour les DFCI. Et là, il se trouve qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, une enveloppe de 7,6 millions d'euros a été accordée à la DFCI Nouvelle-Aquitaine. C'est une bonne nouvelle? Le Oui. compte y est? Oui, c'est une bonne nouvelle d'abord parce que ça va vous mettre d'accord dans le sens que ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de départ de feu. Parce qu'on n'aura pas cette discussion avec les moyens aériens. Moins on aura de départ de feu, plus ils pourront être traités de suite, mieux ça sera. Et pour ça, il faut renforcer la prévention. Vous savez, au Portugal, il y a eu des événements pas terribles en 2017 et ils ont arrêté de mettre de l'argent dans la lutte. Ils ont dit maintenant, il faut absolument qu'on aille à la prévention parce qu'on n'y arrivera pas avec la lutte, il faudra toujours plus de moyens. Il en faut. Qu'est-ce que vous appelez la prévention? Parce qu'on sait que Mais la Gérald prévention- Darmanin l'avait rappelé quand il était venu à La Landiras, prévention- justement, pour dire que les départs de feu étaient souvent intentionnels, très majoritairement Ils sont, intentionnels. à part le feu de la Teste, dans les grands feux qui sont partis, trouvez-moi l'explication des départs des autres feux. Hein. Bon, les enquêtes sont toujours en cours et des fois elles arrivent 3 ou 4 ans après. Donc ne nous inquiétons pas, laissons faire à la gendarmerie le travail et à la police le travail nécessaire. C'est indispensable d'abord d'animer les réseaux de DFCI. La défense des forêts contre l'incendie, c'est la prévention, c'est l'animation. On a déjà besoin de remettre le massif en l'état, celui qu'on a abîmé l'an dernier, parce qu'on a fait des bandes qui ont permis les zones d'appui, on a poussé avec des bulldozers, on a fait des buttes de terre mélangées à des arbres, donc les propriétaires ne peuvent plus rentrer, publics ou privés, ne peuvent plus rentrer dans leur propriété. Ça, il faut le remettre en l'état. Nous avons besoin de remettre les fossés en état. Parce que bon, ok, quand c'est sec, tout va bien. Mais quand il pleut, il faut que l'eau puisse s'écouler pour que ça ne redevienne pas un marécage. Or, des endroits comme l'Andiras, où il y a énormément de bois qui ont été coupés, ces bois-là ne pompent plus l'eau qu'ils consomment tous les jours. Donc ça va devenir un marécage. Donc il faut que l'eau puisse s'évacuer. Donc tout ce sont des travaux, il y a des pistes à faire. Donc là, le compte, on a mis le pied dans la porte. On pourra, j'espère, l'an prochain, montrer que nous avons déjà utilisé une partie enveloppe. Et puis il y a deux parties importantes. C'est la prévention en termes de caméras pour le SDIS, où là on s'aperçoit que nous travaillons conjointement SDIS, DFCI ensemble, où là ce sont le SDIS qui s'occupe de la surveillance. C'est-à-dire qu'un nouveau parc de caméras. Voilà, va jusqu'à arriver. présent, il y avait 26 tours de guet qui étaient équipés avec des hommes. Or, dans les autres départements, Landes et Lot-et-Garonne, pour une histoire de personnel et surtout de décès de personnel dans une tour de guet, les Landes étaient passées aux caméras assez vite. Et là, on arrive à la 3e génération de caméras, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça voit beaucoup mieux que l'œil de l'homme. Et par comparaison de photos, et puis en plus, ça surveille.
Donc ça, c'est très important. Il faudra 3 années pour arriver à un équipement total Là, du on en a massif. combien de caméras qui vont arriver avec, Il faudrait avec demander aux cette enveloppe? 10, mais déjà, c'est un tiers de ce qui est nécessaire parce que ça coûte Ça énormément coûte cher. Et cher. puis, il faudra aussi le mettre avec les hommes parce qu'au départ, il faut qu'on compare. Il faut que les hommes soient toujours quand même un peu présents. Donc ça, c'est le point des caméras. Et puis nous avons obtenu 1,8 million pour l'animation du réseau, pour faire en sorte que nous fassions de la surveillance, ce que nous n'avons jamais fait ici dans le massif. C'est-à-dire que les jours à haut risque, les jours où on ferme la forêt, il faut que nous ayons une surveillance, comme ça se fait dans le sud-est, mais avec de l'argent public. Donc là, il fallait que nous le fassions avec les réseaux de DFCI, où on va, avec l'accord de la gendarmerie, avoir des véhicules floqués, même des véhicules de particuliers, mais qui sont identifiés, Jaune. floqués DFCI. Floqués DFCI, ça peut être même des voitures des agents de la DFCI, qui sont des personnels, mais qui sont repérés, qui sont coordonnés. Et ces gens-là seront en forêt pour expliquer à ceux qui n'ont rien à y faire d'en sortir, et puis aussi pour repérer peut-être certains qui n'ont vraiment rien à y faire parce qu'ils ont d'autres intentions. Oui, Donc tout prévenir les ceci, actes malveillants. c'est la prévention. Bruno Lafont, les jours à haut risque, il y en a combien par an au plus fort de la saison? Parce que Mais quand on est dans une période de canicule, avec où toutes les conditions négatives s'enchaînent, stress hydrique, chaleur, etc., tous les records qu'on a connus et qui ont fait ces conditions exceptionnelles l'année dernière, l'an dernier, nous avons eu 100 jours à haut risque. à risque. Bon, alors, il y a eu 20 jours, c'était noir, c'est-à-dire très très dangereux. Et parce qu'on sait la veille au soir, avec les services de la préfecture, avec les pompiers, avec la météo, bien sûr, tout ce beau monde réuni, on sait que demain, il y aura le feu. On ne sait pas où, mais on sait que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait le feu. Et c'est là le danger de l'histoire. Parce que lorsque vous le dites, vous éveillez dans certaines personnes qui sont détraquées des envies d'aller mettre le Les feu. pyromanes. Et ça, c'est le paradoxe de notre histoire, vous comprenez? Mais d'un autre côté, on sait. Donc là, on va mettre des moyens prépositionnés. Ça, c'est le 10 qui s'en occupe. Ils vont mettre des moyens plus près de la forêt, avec des engins, pour essayer d'être plus près. Voilà, c'est tout ce que l'on mettra en forme pour qu'il n'y ait pas le feu. Éric Pouillat, ça va dans le bon sens, hein, cette surveillance de la forêt par la DFCI au plus fort du risque, finalement. Oui, ce qui va dans le bon sens, c'est qu'effectivement, on peut toujours se battre pour récupérer des moyens de lutte, mais on y gagnera à pas avoir besoin de lutter, quoi. C'est-à-dire à faire de la prévention et à pouvoir faire de la surveillance. Donc les caméras, moi j'y suis favorable, et je trouve que ça va dans le bon sens. Après, ça pose des questions là aussi d'ordre quand même aussi législatif et de liberté publique, parce qu'on voit bien que, alors, même si on est bien sûr sur du patrimoine essentiellement privé hein, en termes de forêt, mais quand même, ça pose toujours des questions d'ordre. Enfin, ça fait débat, quoi, dès qu'on parle des caméras encore aujourd'hui. Là, c'est pour la forêt, Dans la on n'est pas société. sur la vidéo C'est pour la protection en forêt. ville. Tout à fait, mais on peut voir qui c'est qui passe sur une route, on peut, voilà. Donc c'est vrai que, alors moi, c'est un débat que je ne cautionne pas dans la mesure où je suis favorable au principe. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'encadrer et qu'il ne faut pas respecter les libertés, bien sûr, mais je pense que nous sommes un petit peu trop frileux sur le sujet de la caméra et qu'on devrait avancer plus vite. Nous avons aujourd'hui des solutions techniques qui permettent de protéger le citoyen de la dimension intrusive de la caméra, et en même temps, on a des capacités aujourd'hui à travers les caméras, à travers l'intelligence artificielle, de pouvoir prévenir, de pouvoir savoir si c'est un animal, un humain qui est dans la forêt, etc., de pouvoir identifier, lever le doute même en cas de danger. Enfin, on a vraiment des solutions technologiques très intéressantes. On a un pourrait sujet exploiter. là-dessus. Bah alors, c'est la Xavier. surveillance, c'est pas exactement lié aux caméras, mais on part sur le terrain tout de suite. C'est Alix Fourcade qui nous amène pour voir comment on surveille. En l'occurrence, c'est dans le secteur d'Ostens. On regarde tout de suite et on continue le débat. Attention, opération de contrôle en cours dans le domaine d'Ostens. On a constaté depuis les incendies que les berges avaient évolué. Donc on vient relever avec précision l'état. Après les incendies de cet été qui ont brûlé près des 2 tiers de la surface du domaine, des fumerolles se font encore observer ici. En cause la présence de lignite, une sorte de charbon naturel dont le sol est richement pourvu dans cette zone et qui grignote petit à petit les berges du lac. Ce nuage de points va être comparé avec les nuages de points existants qu'on a antérieurs. Donc le dernier qu'on ait, c'est 2020. Et à partir de là, on verra les zones qui se sont effondrées. On pourra mesurer les volumes. Et comme on va réitérer la manipulation, on pourra voir si ça continue à évoluer, à reculer. Des relevés par drone de type thermique et géographique vont être réalisés tous les mois pour évaluer l'ampleur des surfaces qui continuent à brûler.
un terrain dangereux et incertain d'après le maire de la commune. Une fois que la couche de lignite s'est consumée, elle perd donc du volume, bien sûr, puisqu'il n'y a plus que les cendres, et la terre au-dessus s'effondre. Parce qu'en dessous, là, c'est quelque chose de comme 600 degrés. En surface, les drones arrivent à détecter les températures comme 200 degrés déjà. Donc en dessous, c'est très très chaud. D'autant plus que certains administrés ne semblent pas forcément avoir compris que l'accès au domaine est strictement interdit. Lors des incendies, pour rappel, 3 personnes avaient été brûlées au lignite. Les gens qui n'étaient pas trop habitués, eh bien, ont mis le pied dedans et se sont brûlés, mais c'était sérieusement brûlé parce que on enlevait la chaussette et la peau venait avec. Hein. L'édile a son idée pour venir à bout des flammes. Que la solution, c'est d'installer des pompes à gros débit, à même le lac, et qui vont pomper pendant des heures, des jours, jusqu'à qu'on noie la couche de lignite. Les pompiers estiment que cette solution n'est pour l'heure pas nécessaire et assurent surveiller régulièrement les lieux avec ces relevés par drone notamment pour prévenir toute reprise de feu. Alors on le disait, Bruno Lafont, hein, attention danger en fait, hein, dans le massif forestier. Cette culture du feu, c'est comme si ces incendies géants qu'on a vécus l'année dernière, elle avait été un peu oubliée en fait, même par les gens habitant la Gironde. Oui, d'abord parce qu'on a sûrement fait trop bien notre travail, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas les pompiers évoluer avec les dizaines et dizaines de départs de feu, je le redis. Hein. La Gironde est le premier département en France en nombre de départs de feu. 300 par an, c'est ça à peu près? Oui, c'est la moyenne, mais bon, Ouais. vous avez vu, l'an dernier, des fois, on est allé jusqu'à 500, hein, certaines années où ça s'est passé normalement. Mais bon, déjà, ça, c'est la première des choses. Et puis, ensuite, l'arrivée de ces populations qui viennent vivre sur la côte atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, et bien sûr chez nous. Donc, ces gens-là n'ont pas forcément l'impression de vivre à côté de quelque chose qui peut être dangereux. Lorsque vous êtes en montagne et lorsque on vous signale que la piste est fermée parce qu'il y a un risque d'avalanche, les gens le comprennent de suite. Lorsqu'on vous dit que le massif forestier est fermé parce qu'il y a un feu ou parce qu'il y a des risques de départ de feu, vous savez, si vous habitez à 50 km de là où il y a le feu, puis même si vous ne voyez pas les pompiers, vous ne en rendez pas compte. Et c'est ça que nous avons besoin d'expliquer. D'où la demande qui a été faite au président de la République et au ministère de l'Agriculture, c'est de faire une campagne de prévention pour la France entière. Parce que les gens viennent en vacances, c'est près ici. Donc quand vous allez près d'un massif forestier, il faut que vous comportiez autrement que lorsque vous êtes en ville. On ne jette pas un mégot, on ne met pas des sources de chaleur en route, c'est-à-dire des meuleuses, etc. Donc il y a toute une éducation, et ça a été accepté, et le ministère devrait, en début d'année de saison, faire une campagne contre le feu de forêt. Bruno Lafont, est-ce que, parce que à la DFCI, il y a des bénévoles, vous nous l'avez dit tout à l'heure que vous vouliez reprendre cette surveillance avec les forces de la DFCI, est-ce que vous êtes prêt à revenir sur le terrain, c'est-à-dire à vous mobiliser, sachant que vous avez passé un été, et pour tous ceux qui sont allés vous voir au plus fort des feux, la fatigue était là, l'épuisement était là, il a fallu tenir. Est-ce que les forces se sont régénérées ces derniers mois, Bruno Lafont? Oui, il y a certaines communes où c'est plus difficile que d'autres, je le reconnais. Mais on a quand même un certain nombre de bénévoles qui sont venus se présenter aussi, parce que nous assurons, sous la responsabilité des maires, la garde du feu. Jusqu'à présent, nous, c'est ce qui nous incombe le plus, avec l'aménagement du territoire. Et la garde du feu, elle a duré. Donc nous avons eu beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui sont venus se présenter, et donc sous couvert du maire, du président de la DFCI, et avec l'accord de la préfecture, parce qu'on regardera quels sont ces candidats, on va avoir des listes qui vont venir compléter les DFCI locales. Donc ça, c'est un plus. Ils ne seront pas habillés pareil, mais on va identifier toutes ces personnes, d'où dans les 1,8 million, hein, donc ça va vite partir, hein, puisqu'on va équiper tous ces gens-là pour qu'ils soient reconnaissables, et nous allons surtout coordonner tout cela. Au fond, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a eu de la générosité, une forme de solidarité spontanée. Tout à fait. Ça fait partie des enseignements, en tout cas Tout des à fait. acquis de ce qui s'est passé l'été dernier. Exactement, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être pompiers bénévoles ou qui n'ont pas les moyens, le temps, etc. Donc ça s'est réparti, et donc grâce à l'effort de l'État, en ce qui nous concerne, nous allons pouvoir nous organiser, sûrement plus vite en Gironde que dans les Landes ou en Lot-et-Garonne, et on va essayer parce que nous, on sent la pression locale, on sent l'épuisement de certains, donc on a besoin de nous organiser, et ça, on va le faire dans les semaines qui viennent, parce qu'on espère être prêt dans certains secteurs, on ne sera pas prêt partout, hein, parce que ça va demander un peu de temps. Éric Pouliat, que peut un député, au fond, dans cette situation? On voit, c'est une multiplicité de problèmes. On le voit, il y a le financement du SDIS, qui est une question compliquée. Vous poussez, il y a le financement des DFCI, il y a ces histoires de Canadair. Voilà, c'est quoi, vous, qui est sur le haut de votre pile de dossiers urgents sur votre bureau?
D'abord, je voulais juste rajouter une petite chose parce que juste la DFCI, dans le travail formidable qui a été fait cet été, je tiens à dire aussi qu'il y a une solidarité déjà au sein de la DFCI qui est remarquable parce que je vois la DFCI, moi, de ma circonscription, enfin, je pense notamment à celle de Saint-Aubin, qui est partie le Ouais. premier jour à combattre avec les collègues d'Austins ou d'ailleurs. Et je trouvais que c'était vraiment aussi. Il y a voilà, il y a une solidarité déjà entre des DFCI, entre ASA et voilà, que je voulais souligner. C'est fait. Voilà, c'est fait. Non, ce que peut faire le député, très clairement, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est effectivement rappeler à l'État et au gouvernement que, voilà, que nous avons un patrimoine forestier et que celui-ci, il faut le protéger et que tout ne peut pas relever de la responsabilité des propriétaires ou des collectivités territoriales. Donc, que l'État a sa part et lui rappeler, effectivement, c'est ce que j'ai fait là aujourd'hui. C'est aussi participer à la sensibilisation qui est faite à travers les différentes structures, alors la DFCI, gouvernement, collectivité territoriale, à ce qu'est la forêt et quels sont ses usages, parce que moi je suis aussi très souvent sollicité sur les usages de la forêt, entre les propriétaires, ceux qui veulent construire quelque chose. Aujourd'hui on a la question par exemple de la cabanisation de la forêt, où tout le monde veut faire sa petite cabane dans la forêt. Et voilà, les occupations illégales, etc. Enfin, il y a plein de sujets qui reviennent finalement aux députés à la fin, parce qu'on vous dit, oh, mais ça, c'est un problème de droit. Il faut faire avancer la législation à tel endroit. Et donc, c'est là-dessus que finalement, ça revient sur le député et qu'on essaye maintenant, après, de pouvoir proposer des évolutions législatives. Parce qu'il y a des moyens, mais il y a aussi des capacités à agir qu'il faut ouvrir. C'est un cadre à respecter. C'est un Merci cadre à respecter. Éric Pouliat, merci Bruno Lafont pour ces explications. De toute façon, on va continuer à suivre cette question parce que la saison va arriver très vite et donc il y a cette question en suspens, celle des Canadair. Merci Xavier, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.